tous, je vous remercie d'être présents à ce 10e webinaire du plan dépérissement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amélioration de la qualité des plants. Pour cela, j'accueille Nathalie Ola de l'INRAE de Bordeaux, qui travaille sur le programme Origine, et Giovanni Varelli, qui est le président de Vitipeps. Tous deux vont vous présenter leurs diapositives sur l'amélioration de la qualité des plants pendant une petite trentaine de minutes. Ensuite, on aura un temps de questions-réponses où ils pourront répondre à vos questions que vous devrez poser. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. À très bientôt et je laisse la parole à Giovanni qui va commencer cette présentation. Bon webinaire. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un peu les grandes lignes de la marque Vitipeps, la marque label française des pépiniéristes. Donc Vitipeps, c'est la première marque professionnelle de la pépinière viticole. Avant, il n'y avait pas de marque. Ça a été décidé il y a 2 ans par la FFPV de lancer une marque pour mettre en avant le professionnalisme français et puis aussi la production française qui est beaucoup plus réglementée que certaines productions de pays voisins. Donc Vitipeps certifie qu'un plant de vigne a été produit et contrôlé en France, ce que je viens de vous dire. Elle regroupe 340 pépiniéristes rassemblés sous la marque Vitipeps, qui sont un peu dans toute la France. Et le cahier des charges de la marque est validé et certifié chaque année par un organisme de contrôle indépendant, par Bureau Veritas, un peu style comme la viticulture HVE. Ils viennent chaque année chez le pépiniériste contrôler qu'il ait bien suivi le cahier des charges et les obligations qu'il a en tant qu'adhérent à la marque. Donc Vitipeps, c'est bien une garantie supplémentaire pour les viticulteurs au niveau sanitaire et qualité. Donc pourquoi une production 100% française, je l'ai déjà dit. L'origine du matériel végétal provient de la sélection française Marcantaminera. Et les greffons et les porte-greffes sont issus à 100% de vignes mères françaises, avec les contrôles qui vont avec, j'en parlerai un peu plus tard. Il était obligatoire d'avoir un programme de formation pour nos adhérents. Donc chaque année, chaque adhérent a l'obligation de faire 2 jours de formation, une pour la reconnaissance des maladies et notamment les maladies émergentes, et l'autre sur l'ampélographie pour avoir un œil averti et déceler les éventuels mélanges qu'il pourrait y avoir dans des lots de plants. Bien sûr, il y a aussi l'aspect sanitaire au niveau Vitipeps, donc une prospection sanitaire accrue. Donc, chaque adhérent prospecte 100% de ses vignes mères, que ce soit greffon et porte-greffe. Vous savez que pour le porte-greffe, on fait 250 mètres autour parce que certaines maladies ne sont pas extériorisées par les vignes mères de porte-greffe. Mais nous prospectons le tour de cette vigne pour vérifier qu'il n'y ait pas de présence de maladie. Donc, la flavescence dorée, les virus graves, Xylella fastidiosa. On écarte aussi les souches qui ont des symptômes de maladie du bois, notamment dans les greffons. En résumé, tout ce qui est maladie de quarantaine et de non-quarantaine. Voilà. À signaler aussi la nouveauté de cette année pour les adhérents de la marque, puisque vous savez que la législation, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais la législation et la réglementation pour le pépiniériste a changé. On est maintenant OPA, opérateur professionnel autorisé. Et donc, cette nouvelle réglementation nous impose des surveillances encore plus accrues de toutes nos vignes mères. Et donc, Vitipeps a créé un logiciel sur serveur qui va donner à tous ses adhérents pour pouvoir faire ces contrôles sanitaires et pour pouvoir aussi remplir toutes les annexes de contrôle visuel directement à la parcelle, puisqu'on est sur serveur, et pouvoir aussi tout archiver, pouvoir faire des photos de certaines souches avec des symptômes, des photos géolocalisées pour pouvoir les transmettre à Face Agrimaire pour qu'ils viennent faire les contrôles. Enfin, voilà. Une facilité, un outil pour que l'adhérent soit encore plus efficace sur la surveillance sanitaire. Et le dernier point pour Vitipeps, bien sûr, une traçabilité irréprochable, c'est-à-dire que les lots de plants Vitipeps et les non-lots de plants et ceux qui ne le sont pas Vitipeps, bien sûr, doivent être séparés, et ce, depuis la base, c'est-à-dire depuis les greffons et les porte-greffes, bien sûr, pour pas qu'il y ait confusion entre les plants Vitipeps et ceux qui ne le sont pas. Maintenant, je vais laisser la place à Nathalie Oliat, qui va présenter ses travaux. Alors, bonjour à tous. Merci Giovanni de
laisser la parole. Je vais vous présenter un certain nombre de résultats concernant la qualité des plants et les travaux que nous avons réalisés dans le cadre du projet Origine à ce sujet-là. Alors pourquoi ça nous préoccupe et c'est un élément important, la qualité des plants? Bien parce qu'on considère que ça garantit aussi la pérennité du vignoble. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que fabriquer un plant de vigne, eh ben c'est pas une opération simple, c'est un ensemble d'opérations qui s'étalent sur plus d'une année, hein, et que l'ensemble de ces opérations peuvent conduire à des difficultés, à des stress, à des alternances de passage du bois ou des plants dans des différentes conditions climatiques, et l'ensemble peut créer des difficultés, et c'est la raison pour laquelle il est important d'étudier toutes ces étapes en détail et de voir quels sont les paramètres qui permettent d'améliorer le processus des plants. Donc, ça a été tout l'objet du projet Origine que nous avons conduit maintenant depuis 2018. Alors, les axes de travail de ce projet, là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Les axes de travail de ce projet, je mets tout à l'écran. Il y avait différents types. Alors, le premier, c'était de travailler sur la question des réserves et de l'état physiologique des bois et des plantes et voir quelles conséquences ça pouvait avoir sur les différentes étapes de production des plants et ensuite sur leur état sanitaire. Il y a eu tout un volet sur le développement racinaire, sur la mise en place de la zone de greffe et sur les incompatibilités au greffage qui peuvent conditionner également ensuite des différents taux de réussite au greffage. Un axe de recherche concernant un certain nombre de facteurs de dépérissement dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et enfin, un gros volet qui visait à étudier de manière pratique, à faire des expérimentations sur différentes étapes du système de production des plants pour voir comment l'améliorer en fin de compte. Et puis, un volet transfert et formation afin que toutes les connaissances acquises pendant le projet puissent être mises à disposition rapidement auprès des pépiniéristes, mais aussi des viticulteurs et de l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ces aspects-là. Donc, si on s'intéresse à la manière de conserver les bois, ça c'est un premier volet très, très important du projet. Alors, il y a des résultats très intéressants qui ont été acquis par l'IFV et que je vais vous présenter maintenant. Alors, il y a une expérimentation majeure qui a été réalisée en prenant des bois de merlot et ils ont été conservés dans deux conditions différentes, soit directement au frigo, soit à l'extérieur, en hangar et en fagot, puis au frigo. Alors, pour la conservation au frigo, il y avait différents modes de conservation. Soit les bois étaient débités et conservés en sac micro-perforés ou en sac de jute, soit conservés en fagot, en vrac, en sac micro-perforé ou en vrac sans sac. Pour la modalité conservée à l'extérieur puis au frigo, il y avait aussi 4 conditions. La durée de conservation à l'extérieur durait 15 jours, puis les bois étaient rentrés au frigo sans sac ou avec sac micro-perforé. Les autres modalités, c'était une conservation à l'extérieur de 1 mois, rentrée au frigo mais sans sac, ou de 2 mois, conservée puis rentrée dans les frigos et en sac. Et pendant toutes ces étapes de conservation des bois, il y a eu des suivis d'humidité, des dosages de réserve que je ne vais pas vous présenter, puis ensuite un greffage avec le SO4 qui a eu lieu en 2020 par l'eau de 500 boutures, une plantation en pépinière et des notations au décaissage et ensuite le taux de reprise. Donc, les résultats que je vous présente là, c'est la teneur en eau des bois avant réhydratation et greffage.
Vous avez ici, donc sur la gauche, ce qui a été conservé directement au frigo, et puis sur la droite, en noir, ce qui a été conservé à l'extérieur, puis au frigo. Ce que vous pouvez constater, c'est que tous les greffons qui ont été conservés en sac, et notamment en sac micro-perforé, que ce soit débité ou en vrac, ont conservé une teneur en eau qui était supérieure à 40%. Par contre, dès qu'ils étaient conservés en vrac sans sac, eh bien, la teneur en eau des bois était descendue à 35%. Pour une conservation en extérieur puis au frigo, c'est seulement la modalité pour une durée de 15 jours de conservation à l'extérieur, puis passage au frigo en sac micro-perforé, qui a permis de conserver une teneur en eau supérieure à 35%. Dans tous les autres cas, la teneur en eau avait baissé au-dessous de 35%. Donc, une des conclusions, c'est qu'on peut dire que la conservation en sac micro-perforé permet vraiment le maintien de la teneur en eau, et puis qu'une conservation en extérieur puis en frigo, que ce soit, si elle excède une certaine durée, hein, donc ici 15 jours, eh bien, ça conduit toujours à une forte dessiccation des greffons. Alors, ce qui s'est passé, l'expérience s'est poursuivie, et puis les bois, avant d'être greffés, ont été réhydratés. Et dans tous les cas, vous pouvez voir sur cette diapositive que la teneur en eau est remontée au-delà de 45%. Donc, on peut se dire que quel que soit le mode de conservation dans la phase précédente, eh bien, par la réhydratation, on a réussi à remonter la teneur en eau au-dessus de 45%. Cependant, si on regarde maintenant les résultats à la pépinière, eh bien, on voit que ce n'est pas du tout la même chose, puisque on voit que tout ce qui a été conservé, dont la teneur en eau avait été descendue dans la phase de conservation au-dessous de 40%, eh bien, a un taux de reprise qui est extrêmement faible. Seuls les plants conservés en sac, donc soit micro-perforés, soit en sac de jute, ont eu des taux de conservation, des taux de reprise satisfaisants. Donc, il est vraiment déterminant d'assurer des bonnes conservations de bois et notamment en les conservant dans des sacs, qu'ils soient micro-perforés ou des sacs de jute. Et la conservation en extérieur doit se limiter le plus possible dans le temps. Donc, Nathalie, quels sont les marqueurs d'un greffage réussi? Ça, c'est une question qui intéresse beaucoup de pépiniéristes. La conservation aussi, mais celle-là importe beaucoup. Alors, là, nous avons des pistes et les résultats sont préliminaires, mais dans le cadre du projet Origine, il y a eu deux aspects concernant ces marqueurs de greffage. Alors, la première des choses, ça a été d'étudier différentes combinaisons que l'on sait plus ou moins compatibles. Donc, notamment en combinant des greffons de merlot avec du SO4, de négrette avec du SO4, mais aussi avec des porte-greffes plus compliqués comme le RSB1 ou le 140 Ruggieri. Alors, vous avez ici les différents assemblages qui ont été réalisés et qui ont été étudiés, et les codes couleurs correspondent au taux de reprise après la pépinière. Alors, vous avez chez les hétérogreffes notamment, ces combinaisons comme le merlot sur 140, le merlot sur SO4, l'uni-blanc sur SO4, qui ont donné des très bons taux de réussite après le passage en pépinière. Et puis, vous avez ces combinaisons très compliquées qu'on dit incompatibles, comme l'uni-blanc sur RSB1, et puis d'autres combinaisons qui sont un petit peu plus compliquées, où les taux de réussite en général sont plus faibles. Donc, il y a un premier travail qui a été réalisé et qui est toujours en cours, mais on vous donne des résultats préliminaires. Ils ont été réalisés dans le cadre de la thèse de Grégoire Loupit, qui essaie d'identifier chez des plants juste après la sortie de stratification, donc un mois après greffage, si on peut trouver des composés qu'on va trouver dans le bois, alors soit au niveau du porte-greffe, soit de l'interface de greffe, soit du greffon,
si certains composés, alors notamment des métabolites secondaires, permettraient de savoir avant la phase de pépinière si le plan va réussir ou si le plan ne va pas donner ne va pas donner un bon résultat. Alors les résultats préliminaires obtenus par Grégoire, c'est qu'il y a certains composés secondaires tels que le resveratrol ou le transpiséatanol qui sont dosés dans le greffon et qui semblent bien, la teneur dans ces composés semble bien corrélée à la réussite au greffage après le passage en pépinière. Donc ce sont des résultats préliminaires, mais c'est une piste concernant l'identification de marqueurs de réussite au greffage. Ensuite, il y a des travaux qui sont réalisés par imagerie à l'IFV, notamment par Anne-Sophie Spilmont, pour essayer d'identifier soit des traits ou des caractéristiques morphologiques qu'on pourrait observer par imagerie et qui permettraient de caractériser, de bien pouvoir trier entre des bonnes greffes et des mauvaises greffes, telles que vous les avez représentées ici sur cette diapositive, où on voit la bonne greffe, il y a un bon cal bien développé, il y a peu de vide dans l'image, il y a beaucoup de racines qui se sont développées, et la mauvaise greffe, eh bien, on voit plus de vide en imagerie, et puis on a un cal qui est moins développé et moins de racines. Alors, ces travaux ont permis de mettre en évidence des nouveaux critères pour aider au tri, et notamment la quantité de bois produit par le greffon et le porte-greffe après greffage. Donc, des différentes combinaisons ont été comparées, hein, donc c'est du merlot sur SO4 et de l'uni-blanc sur RSB1. Les différents lots ont été séparés. Ceux qui portent un M, comme le SO4M, ils sont commercialisables, et ceux qui sont UM, c'est non commercialisable. Donc, a été reporté sur cette figure le volume de bois produit au niveau du porte-greffe et au niveau des greffons. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence de volume de bois produit entre les plants qui sont commercialisables et les plants qui sont non commercialisables, que ce soit pour le SO4 ou le RSB1. C'est le cas également au niveau du greffon, avec plus de bois produit sur les plants de merlot greffés sur SO4 lorsqu'ils sont commercialisables, lorsqu'ils ne le sont pas. C'est la même chose pour l'uni-blanc, mais pour l'uni-blanc, la différence est moins forte entre les plants commercialisables et les plants non commercialisables. Donc, si on résume un peu ces nouveaux critères pour aider au tri, il semble que la quantité de bois produit pourrait être un marqueur de réussite. À la fois, cette quantité de bois produit dans le greffon et dans le porte-greffe. Au niveau des porte-greffes, il n'y a pas beaucoup de différence entre les porte-greffes considérés, entre le SO4 et le RSB1. Par contre, il y a une différence importante au niveau entre le merlot et l'uni-blanc. L'uni-blanc pourrait être considéré comme une variété qui est assez peu active, et ce qui pourrait expliquer le faible taux de reprise au greffage et la casse importante au tri. Alors Nathalie, une question aussi qui est d'actualité et que beaucoup de gens se posent, notamment des viticulteurs, pour les plantations racines longues ou courtes. Alors ça, c'est une question importante, et ça a pas mal occupé un certain nombre d'entre nous dans le cadre du projet Origine. Alors, il y a eu plusieurs expérimentations réalisées, donc je vais vous en présenter une qui a été conduite par la Chambre d'agriculture du Vaucluse et qui a consisté à planter à la machine, hein, parce que en fait, la question de la longueur des racines, elle est très associée au mode de plantation. Alors, dans le cadre d'une plantation à la machine, qui avait lieu en 2018, selon 4 longueurs de racines, des racines rases, des racines un peu plus longues, enfin 4-5 cm, des racines plus longues et des racines très longues de 20 cm. Donc, les plants ont été plantés en 2018 et arrachés en octobre 2020.
et il y a eu des observations réalisées et sur les systèmes racinaires par les collègues de la Chambre d'agriculture. Alors, ce qu'ils ont observé, c'est que vous avez ici des graphiques qui représentent le développement aérien des différents plants, que ça soit au niveau de l'expression végétative, avec les rameaux et les feuilles, et là, le tronc. Alors, il n'y avait pas d'effet significatif de la longueur des racines après 3 années sur l'expression végétative. Par contre, un effet significatif avec un effet favorable des racines longues sur le poids du tronc après 3 ans. Mais pas très important, mais significatif. Si on regarde le poids des racines produites, eh bien là, on voit bien que, notamment à des stades précoces, il y avait eu des premiers arrachages après 1 année, on voit que les plants à racines longues ont une biomasse racinaire plus importante. Mais ceci dit, cette biomasse racinaire, elle est constituée en partie des racines d'origine, presque pour la moitié, et le reste, c'est les racines néoformées. Il n'y a pas plus de racines néoformées sur ces plants à racines longues que sur des plants rasés. Et si on regarde après 3 années, eh bien, on retrouve à peu près la même chose, avec un système racinaire globalement plus important chez les plants plantés à racines longues, mais pour ces plants-là, eh bien, une part de racines nouvelles, néoformées, qui est plus faible en comparaison des plants plantés à racines rasées. Donc, en fait, il y a eu moins de nouvelles racines émises sur les plants à racines longues que sur les autres. Des observations très très importantes ont été réalisées sur la répartition des racines selon ces différents modes de plantation. Et notamment, il a été observé que pour les plants à racines longues, eh bien, il y avait une plus grande proportion de racines rasantes, donc qui sont plutôt qui restent dans les horizons superficiels du sol, alors que chez les plants à racines courtes, plantés à racines courtes, eh bien, il y a une plus forte proportion de racines plongeantes. Et si on regarde la répartition autour du plant de ces différents systèmes racinaires, eh bien, on constate que pour les plants plantés à rasés ou à racines très courtes, eh bien, il y a une bonne répartition des racines tout autour du plant, dans toutes les quarts autour du plant, alors que dans les plants à racines longues, eh bien, il y a une direction préférentielle des racines et les racines se retrouvent regroupées dans une seule partie du volume potentiellement occupé par le système racinaire. Donc, les racines sont concentrées à un seul endroit lorsque ce sont des racines longues et elles sont bien mieux réparties lorsque ce sont elles ont été rasées au départ et que ce sont des nouvelles racines qui ont démarré. Alors, sur la longueur des racines, on a fait une autre expérimentation. Donc là, c'était une plantation à la main qui a été réalisée à Bordeaux. Il y avait 2 longueurs de racines, une longueur assez courte et une longueur moyenne de 10 à 15 cm. Et ces plants, il y a eu une expérimentation en combinaison avec différents facteurs. Donc, avec ou sans irrigation, racines courtes, racines longues, je le redis, avec ou sans irrigation et avec ou sans azote. Donc, on voulait voir quelles étaient les interactions entre ces différents éléments de conduite d'un plantier pour voir quelles étaient les conditions les plus favorables à la reprise. Alors, très rapidement, ce qu'on peut voir, et on retiendra de ces résultats, pour l'instant, c'est l'interaction entre l'irrigation et la longueur des racines. Alors, dans les 2 cas, vous avez ici, là, les racines courtes et là, les racines longues. Et puis, sur cette partie-là, à droite, les plants qui ont été irrigués, donc pour les racines courtes et là, pour les racines longues. Dans tous les cas, vous avez un effet positif de l'irrigation sur la biomasse totale des plants,
donc relevé ici 18 mois après plantation. Et cet écart est d'autant plus élevé que les plants étaient à racines longues. Si on regarde le nombre de départs de racines, eh bien, on voit qu'en fait, sur les plants à racines longues, eh bien, en situation irriguée, on a un décrochage et on a un moindre nombre de départs de racines qu'en situation non irriguée. Pour les plants à racines courtes, il y a très peu de différence entre situation irriguée et situation non irriguée. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque les plants sont en situation de confort hydrique, ils sont irrigués, eh bien, il y a un effet positif de la longueur de racine sur la biomasse des plants. Donc, en fait, ils vont se développer plus vite, ils vont avoir des rameaux ils vont émettre une plus grande longueur de rameaux, donc ça va former des plants qui vont grossir plus vite. Par contre, si on est en situation de stress hydrique, eh ben, le stress hydrique sera plus prononcé sur les plants à racines longues. Donc, c'est peut-être aussi un élément à prendre en compte. Tout dépend de la longueur. En soi, la longueur des racines on doit jouer sur la longueur des racines en fonction des autres conditions de plantation. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau des résultats obtenus dans le cadre d'origine. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de résultats à traiter, mais ils vous seront présentés ultérieurement. Donc merci Nathalie pour tous ces comptes rendus donc, qui sont très importants pour toutes les professions, que ce soit la pépinière ou la viticulture. Je vais finir donc pour vous présenter un peu la formation Vitipeps, un pilier fondamental bien sûr. Donc j'en ai parlé sur la présentation tout à l'heure. On ne pouvait pas avoir une marque qui met en avant l'excellence sanitaire sans avoir entre guillemets, des professionnels contrôleurs qui savent reconnaître toutes les maladies qu'ils doivent reconnaître et puis qui puissent reconnaître aussi s'il y a un mélange dans ces lots de plants. J'ai toujours dit aussi qu'un métier qui n'a pas de formation, c'est un métier qui se meurt. Donc, il était très important sur le cahier des charges Vitipeps que la formation soit un grand pilier. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque adhérent a l'obligation de faire 2 jours de formation par an. Donc, ça fait quand même plus de 300 personnes en moyenne chaque année dans toute la France se faire une formation. Donc, bien sûr, se former pour mieux évoluer, anticiper les évolutions futures. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure avec les nouvelles directives, les nouvelles réglementations OPA. Donc, on est bien dans le cadre. Et créer une dynamique commune parce que ça permet de fédérer tous les professionnels. Et ça met, c'est vrai, une dynamique sympathique entre nous et de pouvoir après avoir un œil averti pour reconnaître tout ce qu'on doit reconnaître. Donc, il y a 2 journées par an de formation obligatoire, une en pélographique, reconnaissance des variétés et des mélanges. Donc, l'année dernière, c'était la première année, on a fait une formation sur une quinzaine de variétés adultes de greffons et à reconnaître les plus connus. Cette année, parce que ces formations sont évolutives, elles sont chaque année. Donc cette année, on va aller un peu plus loin. On va faire la reconnaissance d'une dizaine de variétés de porte-greffes et aussi une reconnaissance au niveau de plants de vigne, parce que vous savez qu'une vigne adulte est des jeunes plants, mais les feuilles sur les jeunes plants sont un peu moins développées. C'est plus petit, donc il faut avoir un œil encore un peu plus averti pour pouvoir voir s'il y a un mélange ou pas. Et puis, une deuxième journée, donc reconnaissance des maladies. Donc, l'année dernière, il y avait un gros sujet sur la flavescence, sur Xylella, sur 1 ou 2 autres maladies, bois noir. Mais pareil, évolutive, donc on va aller un peu plus loin. On va aller faire d'autres maladies, notamment aussi, c'est les maladies qui ont été inscrites dans la surveillance OPA. Comme ça, en plus, nous répondrons bien dans le cadre réglementaire. Donc, c'est des formations qui sont donc activées dans toute la France, parce qu'il y a des pépiniéristes un peu dans toute la France. Et nous sommes appuyés pour faire ces formations par l'IFV Service, donc le CIVC et l'Institut de Richemont, qui s'occupe de la partie
Aquitaine et Cognac. Et donc, comme je vous ai dit, un programme évolutif, c'est-à-dire que chaque année, on va monter en gamme jusqu'à ce qu'un adhérent Vitipep soit un véritable contrôleur France Agrimaire pour faire ses surveillances sanitaires. C'est le but. Voilà. Donc, on va conclure cette partie de présentation avant de répondre à vos questions. Alors, pour dire qu'en fait, dans le cadre du projet Origine, il y a eu de nombreux axes de travail. Je vous ai présenté juste quelques éléments. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont être de résultats qu'on va obtenir sur la question des réserves, hein, et aussi sur la capacité d'enracinement. Les résultats sur la formation de la greffe et les marqueurs de réussite sont prometteurs. Et on espère à la fin du projet pouvoir mettre à votre disposition toutes ces données qui ont été acquises à la fois en laboratoire, mais aussi sur le terrain, en conditions réelles de la pépinière, pour que les pépiniéristes les approprient, et aussi les viticulteurs, notamment pour la phase de plantation. Alors, on a produit des plaquettes. Il y en a une que vous avez ici en ligne, en image, et elle a été mise tout à l'heure à partager, mais vous pouvez aussi la trouver sur le site du PNDV. Et sous peu, là, pour la journée technique de la pépinière viticole, on vous mettra à disposition une deuxième plaquette technique sur l'anatomie du bois et des plants. Donc, pour tout ça, je vous remercie de votre attention, et puis je vais laisser la parole à Anastasia, je pense. Merci Nathalie, merci Giovanni pour cette brillante présentation. Donc, nous allons débuter la séquence des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions grâce au module GoToWebinar, hein, donc dans la partie à droite de votre écran. Nous allons essayer d'y répondre. En tout cas, nos deux experts du soir vont tenter d'y répondre. Une première question donc pour Nathalie. Alors, on a parlé de longueur de racine, on a parlé d'irrigation. Quels seraient les conseils à donner et à retenir en fait avant de planter? Et Giovanni pourra peut-être compléter également. Alors, je pense que Giovanni pourra compléter ma réponse. Alors, ce qui semble ressortir des résultats, hein, c'est que s'il y a plantation à la machine, hein, ce qui est de plus en plus le cas, il faut le plus possible éviter des racines trop longues. Alors, bien sûr, les racines, c'est toujours il y a des réserves dedans, et donc au démarrage, c'est peut-être intéressant, mais quand on voit comment elles sont positionnées suite à une plantation à la machine, alors peut-être qu'il y a différents types de machines, hein, ou que les producteurs de machines devraient réfléchir à ça, mais si tout le système racinaire est ramassé à un seul endroit, il va pas se remettre, va pas se réécarter. Et ça, pour une bonne exploration du sol, c'est vraiment un facteur limitant. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, s'il faut dire quelque chose, des racines d'une longueur moyenne, peut-être entre une dizaine de centimètres, devraient suffire pour faire un compromis entre une plantation à la machine, sans les défauts de rassembler toutes ces racines. Parce que finalement, c'est un petit avantage au départ d'avoir pour la reprise, mais on perd ensuite très vite l'avantage parce que toutes ces racines sont rassemblées au même endroit et vont très difficilement explorer tout le volume du sol. Donc, si je peux apporter un petit complément, donc moi j'aime bien parler un peu de ce qu'on voit sur le terrain, et je commence à avoir certaines choses sur les plantations machines. Déjà, il faut se poser la question, est-ce qu'on a l'irrigation ou pas? Est-ce qu'on a bien préparé le terrain? Je me suis aperçu sur certaines plantations, que ce soit la main ou la machine d'ailleurs, mais à la machine c'est encore plus accentué, lorsque le terrain est mal préparé, ce qu'a démontré Nathalie tout à l'heure, c'est-à-dire que les racines partaient que d'un côté, ben là c'est encore plus flagrant, parce que la racine va là où c'est le plus souple, et le seul endroit où c'est souple, c'est là où la tranchée a ouvert le coutre de la machine. Donc, il y a aussi certaines précautions à prendre. Sachez qu'une bonne préparation de sol, c'est 80% de votre plantation qui est réussie, qu'elle soit à la main ou à la machine.
L'avantage de la machine, c'est qu'elle a un GPS et qu'elle permet de planter une quantité de plants assez importante et sur des terrains qui ne sont pas spécialement au carré ou au rectangle où on peut tirer des angles, des angles droits facilement. Mais attention, parce que ce sont des prestataires qui le font. Souvent, les prestataires, ben, ils viennent un jour, ils viennent pas le lendemain. Et parfois, ils vont vous faire le chantier parce que leur tracteur tient. Mais par contre, derrière, le travail que fait la machine, la tranchée qu'ouvre le coutre, quelquefois, elle se rebouche mal. On a des problèmes de poche d'air et on a ces problèmes, comme je vous ai dit, de lissage de la terre au moment du passage du coutre. Et donc, ça fait 10 cm sur 30 cm de profondeur. Vous imaginez ce que ça peut provoquer. Merci Giovanni. On va continuer avec une question d'un vigneron. Comment acheter des plants Vitipeps? C'est toujours pour Giovanni. Est-ce qu'il faut les demander à son pépiniériste? Quelle est la procédure à suivre? Alors, très simple. Hein, déjà, si on a un pépiniériste avec qui on travaille depuis très longtemps, mais se renseigner déjà s'il est adhérent à la marque. S'il est adhérent à la marque, il doit pouvoir lui fournir des plants Vitipeps. Après, s'il n'est pas adhérent, sur le site internet de Vitipeps, vous pouvez voir la liste de tous les adhérents et contacter celui qui vous convient. Merci. On enchaîne par une question pour Nathalie par rapport aux marqueurs de tri. On en a vu quelques-uns. Est-ce que certains sont accessibles directement par les vignerons ou en tout cas appropriables? D'autres ne le sont pas. Est-ce qu'ils vont l'être? Et puis une autre question aussi qui peut rejoindre celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres travaux aujourd'hui qui existent sur ces marqueurs de tri? Alors, pour l'instant, ils ne sont pas accessibles. Hein. Alors, ce sera aux pépiniéristes hein, principalement, puisque cette étape-là, elle est réalisée par le pépiniériste. Alors, pour l'instant, les travaux sont vraiment trop préliminaires. Hein. Il faut vérifier les résultats, il faut vérifier que ça fonctionne sur différents. Là, c'est des combinaisons particulières. Hein. Donc, il y a beaucoup de travail pour tout ce qui est marqueurs biochimiques. Hein. Donc, dans le cadre du projet Origine et dans d'autres projets qui poursuivent ces travaux-là, on avance là-dessus. Après, il y a tout ce qui est réalisé en imagerie. Donc, là, il y a Anne-Sophie Spillemont et l'IFV avancent sur. Ils ont pris beaucoup d'images hein, de plein de points de greffe à différents stades. Et l'important, c'est de pouvoir vraiment analyser ces images pour en ressortir des informations qui vont être déterminantes. Alors, la difficulté, c'est de se dire, est-ce qu'on peut trouver un système de tri des plants automatique hein, par imagerie? Alors ça semble compliqué dans l'état actuel parce que ça prend quand même du temps. Mais est-ce qu'on peut ressortir de là des critères, donc des nouveaux critères, et les volumes de bois semblent être des éléments importants. Donc, je pense qu'il va falloir encore aller plus loin dans les vérifications, voir si ça fonctionne dans la plupart des combinaisons. Vous avez vu, il n'y a eu que quelques combinaisons qui ont été testées. Si on veut en faire un critère important, un critère majeur de tri supplémentaire, il faut le vérifier sur un grand nombre de combinaisons pour que ça soit fiable. Donc, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à dire, allez, à la fin du projet Origine, vous avez des nouveaux critères de tri qui sont disponibles. Il faut être honnête à ce sujet-là. Merci Nathalie. Alors, on n'a plus d'autres questions, donc moi, je vais essayer d'en poser une. Sur la suite du projet Origine, Nathalie, est-ce qu'il y a déjà des pistes de travaux ou comment ça s'oriente en fait? Alors, c'est des questions, la question de la qualité des plants, il y a tellement d'éléments à traiter que c'est tout à fait possible de développer d'autres projets. Alors, par exemple, sur l'aspect stratification, on avait beaucoup parlé de cette question de la stratification. On n'a peut-être pas énormément à creuser sur ce point-là. Après, il y a des questions plutôt de dépérissement liées à certains porte-greffes aussi qui pourraient être des questions traitées. Les questions sur les réserves, à mon avis, il faut
il y a aussi pas mal de choses à creuser. Alors, nous avons, nous, travaillé avec un assemblage un peu… on avait choisi un seul assemblage, c'était le Merlot sur SO4. Alors, c'est pas celui qui présente le plus de problèmes, mais on s'est dit, c'est l'assemblage qui est le plus réalisé. Et donc, si on arrive un peu à améliorer le taux de reprise de cet assemblage-là, c'est toujours ça de gagner. Mais ça rend un certain nombre de résultats un peu moins démonstratifs, parce que finalement, ça réussit. L'expérimentation qu'on a réalisée à Bordeaux, par exemple, en gros, tout a bien repris dans la parcelle, quelles que soient les conditions. Donc, il y a certainement à vérifier un certain nombre de résultats sur d'autres combinaisons en essayant d'élargir le panel des combinaisons testées. Et puis, il y a tous les travaux aussi sur le mode de greffe, parce que ça, aujourd'hui, suite au projet Origine, on peut pas répondre on peut pas répondre à la question est-ce que il faut privilégier un mode de greffe qu'un autre? Est-ce que entre les différents la greffe oméga, la greffe anglaise, etc., etc. Le résultat qu'on a pu retirer de ces comparaisons qui ont été réalisées, c'était que lorsque les greffes sont bien faites, quel que soit le mode de greffe, le taux de réussite est bon. Et donc ça, c'est quelque chose parmi peut-être, il y a encore des travaux à réaliser, mais s'il y a un message à faire passer, si on compare ces différents types de greffes, et on les a comparés, il y a eu des lots de greffes qui ont été réalisés, qui ont été mis en pépinière, des taux de réussite. Il y a eu des études, des analyses en termes d'imagerie qui ont été réalisées. Et la conclusion majeure, c'est de dire que quand la greffe est bien faite, quel que soit le mode de greffe, ça donne un plan qui est solide et qui va bien reprendre. Tout à fait ce que dit Nathalie. Un pépiniériste, à l'heure d'aujourd'hui, il travaille en fonction de son expérience personnelle. Alors, généralement, les pépiniéristes, ils gardent un peu leur petite sauce. Ils divulguent pas trop leurs petits secrets. Mais bon, le but du projet Origine, c'est ça aussi. C'est justement de donner des critères, dire aux pépiniéristes, voilà, certains plants qui sont comme ça ou comme ça, c'est pas bon. Et c'est sans fin. On peut aller très loin. C'est-à-dire que est-ce qu'un cal qui serait trop important en millimètres, c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que voilà, on peut aller très loin là-dessus. La stratification, Nathalie a parlé aussi. Qu'est-ce qu'on met comme dessus comme couverture? Qu'est-ce qu'une stratification bien faite? Voilà, je pense que les pépiniéristes sont en attente de ça. Ça permettra aussi peut-être d'harmoniser un peu les façons de faire. Et puis pour la greffe, je suis tout à fait d'accord avec Nathalie. De toute façon, toutes les greffes qu'on parle, c'est des greffes à un œil, que ce soit l'oméga, le T-but même sur pied, l'anglaise, c'est tout des greffes à un œil. Ce qu'il faut, c'est que la greffe soit bonne et qu'on ait des bons paramètres pour pouvoir déterminer si la greffe est bonne ou pas. C'est ça l'important. Merci. Vous êtes parfaits tous les deux puisque vous avez déjà répondu à ma question d'après qui était sur la comparaison des greffes. Donc, parfait. Question suivante sur les conditions de plantation. Quelqu'un nous demande comment doit-on préparer un sol pour une plantation machine? Donc, quelles sont les conditions idéales et à quelle période, notamment, doit-on planter? Plutôt début d'année ou automne? Alors ça, je vais répondre à Nathalie. Donc, le problème des plantations, c'est souvent on est un peu comme ça, si vous voulez, les viticulteurs, par rapport au fait qu'ils ne veulent pas perdre un an de production et que ils ont les primes à la restructuration, enfin, selon où ils sont. Voilà, c'est très compliqué par le cursus d'une plantation administrative, c'est très compliqué de bien faire les choses. Or, pour bien faire les choses, c'est déjà commander les places aux pépiniéristes 18 mois à l'avance. Ça, c'est le premier truc. De faire une analyse de sol, comme ça on détermine très bien le porte-greffe qu'il faut. De déterminer aussi avec votre pépiniériste votre objectif de cette parcelle. Est-ce que vous êtes en main de pays? Est-ce que vous êtes en appellation? Le rendement moyen que vous voulez avoir? Parce que selon où vous êtes, les préconisations, notamment pour les clones, seront différentes. Et puis l'idéal,
c'est d'avoir un sol qui s'est reposé au moins de 3 ans. Alors ça, je sais que je vais faire grincer des dents, mais c'est ça. Avec peut-être avoir semé dessus certaines herbes qui restructurent le sol. Si c'est pas le cas, au moins faire un apport de compost végétal pour restructurer, parce qu'on s'aperçoit, moi je m'aperçois avec mes clients que très souvent les analyses de sol, elles arrivent. Tout ce qui est minéral, on est même saturé très souvent. Par contre, en organique, c'est des cimetières, parce que c'est du vigne sur vigne. Et malheureusement, tout le monde le sait, les céréaliers le savent, ils ne peuvent pas faire 10 ans de blé à la filée, il faut alterner. Et le fait de faire toujours vigne sur vigne sans repos ou sans restructuration, il y a des gros problèmes. Et puis, pour finir, donc l'idéal, c'est 3 ans de repos, c'est faire les labours l'été. Alors pourquoi l'été? Ben parce que nos amis les nématodes, par exemple, pour le cournoyer, si vous le mettez à la lumière, ils n'aiment pas trop ça, ils en meurent. Donc déjà, ça a un effet. Et puis le fait de travailler l'été, le labour passe l'hiver, on prépare le terrain au printemps et généralement, on en fait, le terrain était bien préparé, il n'y a pas de motte, il n'y a pas, on a des gros soucis souvent de motte et compagnie quand on laboure l'hiver et qu'on va replanter au printemps. Après, pour la période de plantation, ça dépend un peu les régions françaises, mais grosso modo, c'est au printemps. On va essayer de passer les moments critiques qui pourraient geler. Malheureusement, cette année, ça a été un bon exemple pour voir que le gel peut faire du mal. Et le plant, finalement, quand il sort chez le pépinier, il a besoin d'eau et de chaleur, tout simplement. Donc, il faut le temps pour. Merci Giovanni. Une autre question. Est-ce que par exemple, sur des, alors très pratique, hein, ça va être pour Giovanni, sur des plantations tardives, donc au-delà du 1er mai, est-ce qu'il est conseillé de mettre des poches sur les plants? Des poches, c'est-à-dire des tubex, des genres de tubex, c'est ça? Tout à fait, ouais, des packs. Alors absolument pas. Pourquoi? Parce que le tubex, il est très bien pour éviter de désherber les plants. Il est très bien pour certains ravageurs comme les lièvres ou les lapins. Par contre, dedans, il fait très chaud. Et si vous plantez très tardivement, ne mettez pas les tubex. Ou alors, il faut mettre des filets qui sont perforés où il y a une aération. Sinon, votre plant va pousser très fin, une tige très fine, et peut même se brûler. Moi, j'ai vu carrément des brûlures et des plants qu'on aurait dit qu'on avait désherbés. En fait, ils sont brûlés dans le tubex. Le tubex, c'est à mettre très tôt, au moment des désherbants, et même les retirer après. Merci. Alors, une question pour Nathalie. On n'a pas parlé de traitement à l'eau chaude pendant votre présentation. Est-ce que c'est un sujet où des recherches sont actives? Est-ce qu'il y a des travaux en fait, faits autour du traitement à l'eau chaude? Alors, il y en a eu. Je suis plus très sûre qu'il y ait encore des expérimentations qui sont réalisées. Il y a eu vraiment d'essayer de caler le couple durée-température pour essayer aussi de réduire un peu les durées. Je pense que maintenant, ça a demandé beaucoup d'ajustements, hein, ces techniques-là, parce qu'elles sont traumatisantes pour les plants. Ils viennent du froid, ils vont au chaud, et éventuellement ils vont retourner au froid. Et donc forcément, c'est quelque chose de traumatisant. Mais aujourd'hui, je pense que c'est à peu près maîtrisé. Et si c'est maîtrisé, il y a beaucoup moins de problèmes. Après, sur ces questions-là, ça peut être aussi l'état sanitaire de l'eau. Je pense qu'il y a des questions comme ça qui peuvent ressortir. Je pense que c'est une étape qui est primordiale, hein, et qui a été maîtrisée. Dans le passé, il y a eu des difficultés. Giovanni peut peut-être. Oui, alors pour le traitement à l'eau chaude, alors maintenant, comme dit Nathalie, c'est maîtrisé. On a un souci avec le traitement à l'eau chaude à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que le couple temps-température, donc 54 degrés 45 minutes, est imposé par une réglementation même internationale, je crois, du moins européenne. Donc ce couple 54 degrés 45 minutes, on est vraiment à la limite
très limite de la fission de la cellule du plant, quoi. Hein. On n'y fait pas du bien, hein, quand on fait un traitement comme ça, notamment si en pépinière il y a eu un peu de réserve, un peu de stress ou quoi que ce soit. Là, je peux vous dire que c'est réglé. On essaye, tous les essais qui ont été faits avec le traitement, il est prouvé à 100% qu'il est efficace sur le phytoplasme de la flemme dorée et sur celui du bois noir. On a fait des essais et l'ANSES a validé qu'un traitement à 50 degrés pendant 35 minutes était tout aussi efficace que le 50 degrés 45 minutes. Donc, on s'aperçoit que finalement, si on baisse un peu le temps de trempage des plants, on obtient le même résultat. Malheureusement, il faut derrière, et bien là c'est de la politique, il faut pouvoir faire changer les autres pays en leur disant voilà, on a la preuve que à 35 minutes, on est efficace. Et là, c'est très compliqué, mais c'est en cours. Donc, on a bon espoir, nous, pépiniéristes, de pouvoir abaisser le couple à 50 degrés 35 minutes pour pouvoir adoucir un peu ce traitement qui est quand même, à l'heure d'aujourd'hui, à 45 minutes, assez dur pour le plant. Greffon et porte-greffe, parce que tout peut être traité. Merci. Alors, avant de conclure, on va vous laisser la parole. S'il y avait une chose à retenir de vos présentations, quelle serait-elle? Alors, ou autre chose, hein, si vous avez un message à passer, c'est le moment. Donc, voilà, vous avez la parole pour terminer ce webinaire. Je commence, Nathalie, ou... Oui. D'accord. Bah, moi, je pense que ça a été assez riche quand même. Je veux juste dire aux viticulteurs qui ont entendu parler, qui peut-être sont encore un peu, comment dire, dans l'expectative de la marque Vitipeps, que la marque Vitipeps, un adhérent Vitipeps, c'est un professionnel qui est formé, c'est un professionnel qui est consciencieux et c'est un professionnel qui est sérieux. Voilà. Pas plus, pas moins. Donc, ayez confiance à la marque. La marque vous portera des garanties. Voilà, Nathalie. Moi, ce que je peux dire, c'était le travail réalisé dans le cadre d'Origine, c'était vraiment très intéressant, justement, d'avoir cette proximité entre les chercheurs, les pépiniéristes, l'IFV et les chambres d'agriculture. On a vraiment réfléchi ensemble autour de comment produire des plants. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce projet qui vont d'autres résultats qui vont être mis à disposition. Donc c'est un point important. Et il me semble qu'il faut retenir des résultats majeurs, hein, comme les modes de conservation des bois dans des sacs. Hein, ça, c'est vraiment un résultat. Et que si la teneur en eau baisse, c'est pas parce qu'on réhydrate après que c'est important. Donc, c'est des résultats tout simples, mais qui sont majeurs. Et puis, ces questions sur les longueurs de racines, à mon avis, il y avait beaucoup de discussions. Et on a obtenu des résultats. Il y en avait déjà on a obtenu des résultats qui donnent des éléments importants pour choisir. Hein. On ne dit pas, on donne pas on n'a pas des certitudes, mais au moins les gens savent ce que ça peut faire. Donc c'est des avancées et il y a encore plein de résultats dans nos ordis qu'il va falloir proposer. Donc merci au PNDV pour nous avoir permis de réaliser ces travaux. Et voilà. Si je peux rajouter un truc aussi, bon, je vais parler de la marque. Bon, je suis un peu fier de notre petit bébé, c'est normal. Mais je rejoins tout à fait Nathalie sur le point qu'elle vient de dire. Hein. Le plan de dépérissement a permis aussi de mettre tout le monde autour de la table, de renforcer un peu les discussions, les liens qui parfois pouvaient être difficiles hein, avec la viticulture, avec les chercheurs. Et donc, c'est une très bonne chose parce que, comme dit Nathalie, ça fait avancer tout le monde vers le haut et voilà, et on s'en félicite tous et on est ravis d'avoir été associés, nous les pépiniéristes, au plan 2 sur le plan de dépérissement du vignoble. Merci Nathalie, merci Giovanni. Alors pour la qualité de votre présentation et pour cette belle conclusion. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Alors 2 infos avant de nous quitter. Prochain webinaire mardi prochain, donc le dernier de cette édition des webinaires du PNDV, consacré aux avancées de la recherche sur la flavescence dorée. Et puis deuxième info,
On se retrouve en région à l'automne 2021, tous autour des chercheurs, autour des pépiniéristes, autour des viticulteurs, donc tous ensemble pour partager des infos, pour discuter et pour préparer la suite, toute cette partie appropriation notamment des avancées de la recherche par le terrain. Donc rendez-vous à l'automne pour cet événement, le PNDV Tour, donc des événements régionaux, il y en a 15 dans tous les bassins viticoles. Et donc on vous dit bonne soirée et à bientôt pour un prochain webinaire.